Salutations et bienvenue à Entre trois films en vacances, édition du 4 septembre 2022. Je suis DJ Patoff, abandonné par mes deux compères habituels. Je suis seul au studio pour vous livrer une version plus légère de l'émission pour les 3 prochaines semaines, prenant moi aussi peut-être des congés d'ici là. Je sais pas trop encore, mais inquiétez-vous pas, retour à la programmation régulière dès le 25 septembre. Au programme, au cours de cet épisode, nous avons fait 2 dossiers de mes compères avant qu'ils partent. Je les ai forcés à travailler au fouet pour qu'ils nous montrent 2 petits dossiers, question que je parle pas pendant 1 heure de temps et que on ait un petit peu d'interaction. Donc cette semaine, Marc-André va nous parler d'un compositeur de son choix et Simon nous parle de réalisateurs qu'on pourrait considérer comme fétiches. Aux nouvelles, on va faire ça rapidement. Star Trek 4 perd son directeur Matt Shakman, probablement pour Fantastic Four. L'annonce devrait s'officialiser au cours du D23. Pearl, le prequel de X, nous amènera probablement plus de fantastique que d'horreur. Le film de Ty West sortira le 16 septembre. Le film The Hunger Games, The Ballad of a Song, Birds and Snake, qui est le prequel de la série de films, annonce donc sa distribution. Il y aura Tom Bleed, Rachel Zegler, Viola Davis, Hunter Schaffel et Peter Dinklage, pour n'en nommer que quelques-uns. The Ring of Power a attiré plus de 25 millions de visionnements dans leurs premiers 24 heures. Le relancement de Spider-Man No Way Home More Stuff Edition contiendra des nouvelles scènes avec Daredevil. Et c'est la fin de la production pour le reboot de Spy Kid qui verra le jour sur Netflix, toujours réalisé et produit par Robert Rodriguez. Le film mettra en vedette Zachary Levi, Gina Rodriguez, Everly Carganilla, ainsi que les petits nouveaux Connor Sturson et Billy Magnuson. Grosse nouvelle, Legendary Pictures quitterait peut-être Warner Bros, ce qui serait un gros dur pour la Warner. Cette séparation pourrait avoir été causée par la décision de Warner durant la pandémie d'avoir sorti leur film en streaming en même temps qu'en salle, surtout la sortie de Dune qui aurait causé une problématique. Mais comme c'est maintenant Zaslav qui est à la tête de Warner, les offres de Sony et de Paramount pourraient ne pas être suffisantes. On va parler de Netflix en parlant de leur forfait avec publicité qui pourrait coûter aussi peu que 7 ou 9 dollars et qui pourrait sauver en fait certains shows de l'annulation parce que simplement plutôt que de se baser sur les nouveaux clients que le show attirerait, mais on se baserait désormais sur le nombre de visionnements à cause des revenus publicitaires. Ça pourrait faire une différence sur ce qui reste et ce qui disparaît de la plateforme. Et malgré le grand succès de House of Dragon, il est déjà prévu que Miguel Sapochnik quittera la série et ne sera plus là pour la 2e saison. On ramènerait donc peut-être Alan Taylor, qui a réalisé de nombreux épisodes pour la série Game of Thrones, dans l'équipe. Comme je l'ai mentionné en introduction, mes 2 comparses sont partis aux États-Unis pour les 3 prochaines semaines. Je leur ai demandé de nous monter des petits dossiers, question d'avoir quelque chose à nous mettre sous la dent pendant leur absence. Et on va vous présenter ça dès maintenant. Tiens, commençant par Marc-André. Donc cette semaine, Marc-André, tu as décidé de nous parler de Ennio Morricone. Eh oui, le grand compositeur de musique de film. Je tiens tout de suite à m'excuser, mon italien est pas très bon, donc ça se peut que Pas grave, on va rire de toi. Alors, je risque de massacrer quelques noms de réalisateurs et de films, noms de films, donc... Je vais changer ma position pour être confortable et écouter l'histoire de Monsieur Ennio Morricone. Ouais, je vais commencer par parler un peu de sa vie, de son œuvre, et je vais terminer par la postérité. Excellent. Et l'influence. Donc, Ennio Morricone est né le 10 novembre 1928 à Rome. Donc, c'est un Romain. Ça commence bien, hein? Ça va être long. Hey, Jules! Non, rien à voir avec Jules César. C'est le fils du trompettiste jazz Mario Morricone. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de lui. Le nom n'est pas inconnu. OK. Et, je sais pas pourquoi. Et Librea Ridolfi, qui était une femme au foyer.
C'est elle qui a fait l'éducation de les frères et sœurs à Ennio Il y Morricone. avait une grosse famille? Il était 5 enfants. Ah, quand même. Il était 4 fils, une fille. À l'école primaire, il a été camarade de classe d'un inconnu qui s'appelle Sergio Leone. Au primaire? Oui, au primaire, mais ils se tenaient pas ensemble, ils étaient juste dans la même classe, ils se côtoyaient un petit peu, mais après les 2-3 années qu'ils étaient dans la même classe, ils se sont perdus de vue. Ben, ça arrive surtout à cet âge-là, mais je pense qu'ils se sont retrouvés quelque part dans l'histoire. On va savoir ça plus tard. Je garde ça pour la suite. En 1940, son père l'a inscrit à l'Académie nationale de Sainte-Cécile, où il a appris à jouer de la trompette avec Goffredo Petrassi. Je sais pas si ça te dit de quoi comme nom de trompettiste. C'est une marée. Non, c'était un prof de composition, en composition bien connu en Italie à l'époque. Il a obtenu son diplôme 6 ans plus tard, en 1946. Il a décidé ensuite de continuer, mais en composition et en chef d'orchestre. Et qui a terminé en 1954 ses cours. Ça fait quand même 14 ans d'études. C'est 16 ans, c'est ça, 14 ans d'études en musique. Tu sais très bien le temps et l'énergie que ça peut prendre pour un musicien à apprendre et à maîtriser son art. Ah ouais, En tant que musicien, tu as fait le conservatoire. Moi, ça fait quand même 30 ans que je joue de la trompette aussi. Je sais c'est quoi, on en apprend toujours et il y a toujours à apprendre. En 1956, donc 2 ans plus tard, il s'est marié avec Marie Travia, avec qui il a eu 4 enfants, dont Andrea, que je vais parler un petit peu plus tard. Et il écrit ses premières œuvres comme compositeur professionnel en 1957, mais il n'y a pas eu gros succès des concertos, des œuvres comme ça ici. Puis c'est en 1958 qu'il commençait à travailler pour la RAI, qui était une télévision... Rai. Le RAI, effectivement, qui est la Radio Televisione Italia, où il faisait des arrangements pour des émissions de variété, dont un chanteur peu connu canadien qui s'appelle Paul Anka. Il avait fait c'était Zera Resta Con Me. Stasera resta con me fino alla fine del giorno. Pas la plus connue de Polenko. Non, c'est vraiment pas la plus connue. Il a fait les arrangements pour la télévision à l'époque et il l'a enregistré plusieurs années plus tard avec l'arrangement de Ennio Morricone dans les années 60. Dans la même année, il a commencé à faire des arrangements pour de la musique de film et le premier film s'appelle Abandoned de Francesco Masselli avec la musique de Giovanni Fusco. Et c'est là qu'il a commencé à travailler sur de la musique de film. OK. En faisant des arrangements pour d'autres compositeurs et dirigés. Et sa première composition pour la musique de film, c'est pour le film de Fasciste de Luciano Salsi en 1960. Et c'est là que les noms commencent à embarquer. Gros nom. Ouais, des très gros noms. Il a composé plus de 500 musiques de films dans sa carrière. Petite carrière. Une petite carrière. J'ai pas eu la chance de tout écouter ce qu'il a fait. Je me suis concentré sur les plus importantes, mais surtout en début de carrière où il développa quelques techniques. Je vais et dire ça. que dans les 500, c'est pas tous des grands films. Là. Il y a même des films qui font partie de la liste de DJ Patoff que c'est Ennio Morricone. Ah oui, il a fait du Blue Movie. Ouais, sauf que même s'il faisait du Blue Movie, la musique était quand même très bonne. Ah bah oui, ben c'était overkill au niveau de la musique pour certains films. En 1963, il a composé de la musique de son premier western qui s'appelle Duel del Texas ou Gunfight at Red Sands de Ricardo Biasco et Mario Caiano.
Coproduction Italie-Espagne avec l'acteur américain Richard Harrison dans le rôle de Ricardo Gringo Martinez. Un gars qui s'appelle Harrison, qui jouait un rôle Martinez. J'aime ça. Un gringo! Un gringo. L'année suivante, en 1964, il retrouva Sergio Leone après plusieurs années pour sa première collaboration, pour une poignée de dollars, Yes, sir. On avec commence. Clint Eastwood dans le rôle de Joe, l'homme sans nom. Il s'appelle Joe. Ah non, il y a toujours eu un nom, l'homme sans nom. L'histoire de l'homme sans nom, ça vient de United Artists, puis c'est une gimmick pour vendre les films. Il composa aussi pour ses 2 suites et pour quelques dollars de plus en 65 et Le Bon, la Brute et Le Truand en 66. Toujours de Leone. Et avec Eastwood, évidemment, qui faisait le Joe. Non, Ouais, dans ça le s'appelle- maître le train, il s'appelle Blondie. C'est ça. Il s'appelle pas tout le temps Joe. là. Non, mais C'est pas le même personnage. c'est pas le même Mais personnage. c'est Pour, ça toujours que- l'homme sans nom. Ouais, c'est ça. Il est tout habillé pareil aussi. pour Le Bon, la Brute et Le Truand, il testa, Sergio Leone avec Ennio ont testé une nouvelle technique de tournage. C'est de enregistrer la musique avant et de faire jouer la musique pendant le tournage du film. Habituellement, c'est l'inverse qui se fait. Mm-hmm. Là, il a vraiment testé cette technique-là pour que les comédiens puissent rentrer dans le jeu. C'est vraiment champ gauche. Toi, Simon, qui a travaillé dans le milieu du cinéma, comment tu se vois fait ça? pas, ça se fait pas. C'est impossible. C'est le seul gars qui faisait ça, c'est Léoné. Puis il le faisait à la perfection. Mais j'ai jamais entendu parler de d'autres réalisateurs qui fassent ça, à moins que ça soit des comédies musicales. Ouais. Ça, Mais je de peux même comprendre côté, une moi, comédie musicale. Pas hein. juste une comédie musicale. Moi, personnellement, je peux comprendre que tu t'essaies dans un film pour mettre le mood. Oui, Tu sais, tu mais peux- là, c'est exactement en en temps fait, réel. tu sais- C'est pas pareil. Aider ton acteur Oui. avec une musique pendant qu'il joue sa scène, mais théoriquement, ton acteur est supposé d'avoir son émotion quand il arrive sur scène. Exactement. Puis, généralement, tu as déjà de la musique. Mettons que tu fais une scène triste, tu vas aller chercher une musique classique, Puis, il faut que triste ça- ou une musique rock, d'un Puis pop après, qui est après vrai. ça, tu vas composer. C'est ça. ça. Oui, parce que c'est impossible, parce que des fois, tu marches, puis juste l'émotion, tu le sais pas quand tu vas filmer, tu sais, le shock value d'une scène qu'il faut intensifier, il faut que là, tu sais, parce que il réussissait, ils filmaient le film dans leur tête, Ennio Morricone puis Leone, ils filmaient le film dans leur tête, puis ils savaient quand est-ce les chocs, quand est-ce monter. C'est juste débile, là, cette technique-là qu'ils faisaient. En 1966, il composa pour son premier film américain, La Bible, le commencement de John Huston. Bon, ok, on triche un peu, là, c'est une coproduction États-Unis-Italie. À cause que c'était tourné à Cinecittà, c'est juste pour ça. C'est juste pour ça. En 68, il travaillait avec Sergio Leone pour Il était une fois dans l'Ouest. Comme le classique des classiques. Et lui, le film est fait au complet avec la musique naturelle, hein. C'est ça, mais puis même Sergio Leone a demandé une vingtaine de fois de recommencer à Ennio la musique parce qu'il n'était pas satisfait de la musique avant le tournage. Et le film a été ajouté en 2009 au National Film Preservation Board. Ça, Simon, j'en avais déjà parlé, de nous expliquer un peu c'est quoi. C'est une organisation du gouvernement américain qui s'occupe à la préservation de certains films, l'AFI d'ailleurs, qui fait partie de l'AFI, mais c'est pas l'AFI. C'est le National Board, c'est le gouvernement américain qui demande à avoir les films pour garder dans les archives. Ça, c'est une affaire que tout le monde des États-Unis peuvent aller à la Bibliothèque nationale à Washington, puis écouter le film. Puis ils en ajoutent à chaque année. En 1970, même si c'est pas la première collaboration avec ce réalisateur-là, parce qu'il avait co-écrit le scénario de Il était une fois dans l'Ouest, c'est sa première collaboration avec le réalisateur de films d'horreur Dario Argento pour L'oiseau au plumage de cristal. Donc, c'est son premier film qu'il a fait avec lui.
Et il a fait plusieurs collaborations avec... Oui, j'ai malheureusement pas noté le nombre de Non, mais collaborations c'est pas- par réalisateur. Mais de toute façon, toutes les nommer, ça serait inutile. Ouais. Oh oui, il y en a. Puis le trois quarts des Ah, réalisateurs, on pourrait pas dire c'est qui ou dire c'est quoi ces Non, c'est films-là. En 71, il sortit la trame sonore du film Madalena de Jerzy Kamelorovitch. C'est un des Blue Movies qui a fait la musique. J'ai pas eu encore la chance de l'écouter parce que il y a quand même 500 trames sonores. Toi, tu l'as écouté. La trame sonore. Ouais, je parle de la trame sonore, je parle pas du C'est film. une là. des meilleures trames sonores que Ennio Morricone a composées. C'est bizarre parce que le film est pourri. C'est vraiment une merde. Ce n'est pas à voir. C'est même pas dans le DJ Patoff. Là. C'est vraiment une grosse merde. Non, c'est vraiment trop lent. C'est pourri. C'est pas écoutable. Là. Mais la trame sonore de Magdalena, c'est du bonbon. Et la même année, il a composé la musique du deuxième volet de la série Il était une fois avec Il était une fois la Révolution. Même si c'est pas des films qui sont liés avec des personnages, Non, ça, c'est plus vrai, ça. Non? Il s'appelle Docu-Soccer, le film à Star. Parce que Léoné n'a jamais voulu qu'il fasse partie il n'y avait pas de trilogie. C'était un autre gimmick des producteurs américains. Des distributeurs, peut-être? Oui, c'est ça. Puis, le film, le vrai titre en italien, ça veut dire Docu-Soccer. Puis, à Star, quand tu la jettes en Blu-ray, c'est écrit revenu. Docu-Soccer. En 73, c'est le film Mon nom est personne. Un autre film de Sergio Leone. Non. C'est Tonino Valeri, Qui est le réalisateur. Qui est le réalisateur de de... My Name is Nobody. C'est produit et écrit par Léoné. OK, merci de cette précision. Il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un film de Léoné. Même que ma source avait marqué Leone. En fait, si c'est lui qui l'a écrit, tu peux dire que c'est de, mais le réalisateur, c'est quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça. Comment tu trouves ça, la flûte dans Mon nom et personne? Comme j'ai jamais vu le film encore, parce que j'ai C'est beaucoup drôle de que tu films. peux écouter la trame. Ouais. Ah oui. Non, mais ce film-là, c'est du bonbon, Mon nom et personne. là. Et je sais très bien que la musique ne va pas avec le film. Oui, ça va avec le film. Quand tu écoutes le film, tu comprends. Ah oui, ça va avec le film, mais ce que je veux dire, l'ambiance, la petite musique joyeuse, il paraît que... C'est à cause que t'écoutes la trame sonore d'un western pis t'as une petite musique full joyeuse pour enfants, quasiment comme d'un dessin animé. Mais quand t'écoutes le film, tu fais « Wow, ça fit ». Fait marquant, et on va le mettre l'extrait quand je vais te le trouver, c'est qu'il y a une référence de la chevauchée de la Valkyrie dans un des thèmes qui est joué au klaxon. Au klaxon. Ouais, Il a pris 5-6 Toyota, puis il a fait la Valkyrie. j'imagine que c'est ça, mais je sais pas c'est quelle technique, j'ai pas vérifié ça. Tu sais, les instruments de musique peuvent... Ils ont allumé une quinzaine de chars, puis ils jouent. Et c'est vraiment cette partie-là. Et le titre, c'est Muccio Selvaggio, qui veut dire le cheval sauvage, je me rappelle pas. Si mon italien est pas trop loin, hein, parce que j'en ai jamais fait. En 78, parce que je vais passer quelques films qui sont un peu moins marquants ou des projets, parce qu'il y en a tellement. Et juste pour dire, entre-temps, il avait fait la musique de la version italienne de Cosmos 1999, la version qui avait passé à la télévision italienne.
Oh, il y avait une meilleure... le thème il était bon Ouais, quand c'était même. du Barry en partant. Gray. Barry C'est Gray ça. va... Ça, j'aurais de la misère à l'écouter, moi, parce que la musique de Barry Gray va avec Jerry Anderson. Il a tout fait les trames sonores de Jerry Anderson au complet. Je serais curieux de voir ces scènes-là. Pour continuer, en 78, il composa avec Léo Kottke la musique de Les Moissons du ciel de Terrence Malick. Ça a été sa première nomination aux Oscars. Ça a été long. Ça, c'est du feu comme trame sonore, sérieusement. C'est une des meilleures trames sonores que j'ai entendues dans ma vie. Ça a pris 18 ans à avoir sa première nomination. Na, 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 na. C'est pas nominé, ça. Ça a jamais été nominé. Non, Incroyable. jamais. C'est italien. C'est du snobisme terrible. Je vais sauter quelques années. 1985, il a composé la musique de Il était une fois en Amérique, sa dernière collaboration de Sergio Leone. OK. Tu allais dire de quoi? Non. C'est quoi? 84. 84? J'ai dû se prendre la date de sortie américaine. En 87, il composa la musique de Les Incorruptibles de Brian De Palma, un autre très bonne trame sonore que j'ai écoutée pour le travail. Là. C'est une des trames sonores que j'ai écoutées plus qu'une fois. Il y a celle-là et Mon nom est personne que j'ai écouté plus qu'une fois. En 1989, il composa avec son fils Andrea, que j'avais parlé plus tôt, la musique de Cinema Paradiso de Giuseppe Tornatore. Magnifique scène. Oui. Incroyable. Philippe Noiret, son meilleur. Superbe. Je vais sauter en 2007. Il reçut l'Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Son premier Oscar. Il avait pas le choix. Il avait passé 30 ans à pas rien donner. Il commençait à être temps qu'il se réveille. Et en 2016, pour sa 6e nomination aux Oscars, il remporta enfin les grands honneurs pour la première fois. Commence à être temps. Mais vraiment, ça a pris... Ça fait 2 fois que je le dis. Que ça commence Ah à oui, être temps. ben c'est vrai. Une fois pour l'ensemble de sa carrière, puis après ça, il donne... Déjà pour le bon, la brute et le truc. truand. Et c'est pour le film de Tarantino, Les 8 Enragés. Les 8 enragés au Québec. Oui. Pour nos cousins français, c'est Les 8 Salopards. C'était pas basé sur les 12 salopards de bord. Non. Comme titre. Et le bon titre, c'était The Hateful Hate. Ouais. Yeah. Malheureusement, 4 ans plus tard, le 6 juillet 2020, à la suite d'une chute ayant provoqué une fracture du fémur au campus biomédical de l'Université de Rome, il succomba à ses blessures. Il est même pas mort de vieillesse. Non. Et son œuvre marquante, Il y en a plusieurs. qu'il y en a plusieurs, mais musicalement, il allait autant dans le classique, que dans la musique d'ensemble, que dans le jazz, que dans le rock, que dans le pop, selon le film. J'avais parlé il y a quelques semaines de Kaldor qui avait fait la musique, excellente musique pour ce film-là aussi, même si j'avais moins aimé le film. Ça reste quand même que, musicalement, là, un mauvais Ennio Morricone est meilleur que beaucoup d'autres choses. Oui.
beaucoup d'autres choses. Je vais aller dire un nom, là, mais Moi, je vais le dire Hans Zimmer. Hans! Ennio Morricone, il se lève le matin puis il pète, puis c'est meilleur que c'est Hans Zimmer. On est peut-être les trois seuls qui haïssent Hans Zimmer. Non, à j'en ce connais point-là. d'autres. Ils sont pas nés encore. Donc, pour revenir à l'hommage et à la postérité, dans la culture populaire, depuis 1983, le groupe Metallica utilise le thème de Ecstasy of Gold, qui vient du film Le Bon, la Brute et le Truand, pour commencer leur spectacle. Ouais. On peut les entendre dans leurs disques en spectacle, et quand on a la chance de les voir en spectacle. Sur C'est à l'arrivée. SNM, Symphony and Ah, Metallica. c'était débile, avec Comment Michael ça? Cameron. Ah, Ouais. c'est excellent. Il y avait eu un projet au tournant des années 2000 avec le groupe I Am de faire un album de rap avec de la musique originale d'Ennio Morricone. De la nouvelle musique. De la nouvelle musique. Wow. Il avait demandé, ça n'a jamais abouti, là, quand on parle de projets que malheureusement qu'il n'y a pas eu. Il y aurait eu de la musique avec un rythme électronique en arrière, puis il aurait fait du rap parce que le groupe I Am voue un culte à Ennio Morricone. Il y a d'ailleurs plusieurs chansons d'I.A.M. qui ont un beat à la Ennio Morricone ou des samplers de Morricone. On en a parlé tantôt, Tarantino qui l'a remis depuis quelques années au goût du jour en utilisant de la musique dans plusieurs de ses films. Django, Kill Bill et je pense que c'est Death Proof qui avait réalisé aussi qu'il avait mis de la musique. Et le groupe Muse qui utilise souvent le thème de l'homme à l'harmonica. Pour l'introduction de leur titre Night of Sidonia en spectacle. Je suis pas au courant. Je l'ai jamais vu dans la news en live. Je les ai vus 2-3 fois en spectacle, puis à chaque fois qu'ils font ce thème-là, ils commencent le spectacle en faisant jouer le thème de... Ok, fait qu'on a deux groupes internationaux d'envergure qui utilisent du Ennio Morricone pour commencer leur spectacle. pas leur spectacle. Peut-être même de plus que ça. là. Plus que ça, c'est j'ai nommé vraiment les gros noms Les deux majeurs. gros noms. hein. Ben, Regarde- Elvis prenait bien du Richard Strauss pour commencer. Donc, c'était mon dossier sur Ennio Ah, c'est Morricone. super intéressant, sérieux. Merci infiniment, Marc-André. Ça me C'était fait plaisir. très J'espère que je intéressant. ne mets pas trop la barre haute. Oui, tu m'as mettrais haut. On poursuit notre édition en vacances de Entre trois films. Et ce coup-ci, on va y aller avec trois réalisateurs en même temps, je crois, dans le dossier des Georges que Simon nous a préparé. Oui, que j'ai appelé les trois Georges. Les trois Georges. Les trois Georges, c'est trois personnes à trois époques différentes du cinéma, qui ont le même prénom, qui ont eu pratiquement le même cheminement, puis qui ont révolutionné à leur manière le cinéma de fantasy, de science-fiction à part entière, Ils ont touché à l'histoire du cinéma, chacun à leur façon. puis ils l'ont fait évoluer à leur façon. Puis si un des trois n'est pas là, on n'a pas le cinéma de science-fiction fantasy qu'on a aujourd'hui. Le premier, Méliès. Marie-Georges Jean Méliès, dit Georges Méliès, est né à Paris le 8 décembre 1961. Sa famille était fabricant de chaussures, mais lui, la seule chose qui l'intéressait, c'était de faire des tours de magie. C'est un magicien. Il est devenu Georges magicien professionnel. Il est parti à Londres, il a appris avec plusieurs grands magiciens des tours de magie. À son retour à Paris, il a acheté un théâtre qui s'appelait le théâtre de Robert Houdin, qui était un théâtre qui était laissé à l'abandon depuis la mort de M. Houdin, qui était un magicien. Il a repris ça. Il aurait pu faire carrière simplement comme ça, sans jamais toucher au cinéma, parce Ouais, qu'il avait mais- le talent d'être un grand magicien. Ouais, c'est un très grand magicien. Un très, très grand magicien. Mais tout changea le 28 décembre 1895 lors de la première projection publique à Paris. C'est pas la première projection, mais c'est la première projection publique à Paris du cinématographe. Lui, il voit ça. Là. Lui, il va au cinéma pour la première. Il y a personne qui a jamais été au cinéma, à part quelques fois qu'il y en a eu durant l'année 1895, mais c'est la première fois que les Frères Lumière vont à Paris avec leur machine. C'est quand même la date des 4P, là. Première projection publique payante en plus. Oui, à Paris.
Lui, il est dans l'auditoire. Il a les moyens. Il capote. Tu sais, c'est des films vraiment minimalisme, là. C'est les femmes qui sortent de l'usine, le train de l'arrivée de la gare. Tu sais, il n'y a rien de... Les classiques du début du cinéma. Puis durant la chose, il entend Louis Lumière dire que c'est fait pour représenter des parcelles de vie. Que c'est pas pour faire des histoires, là. C'est des parcelles de vie. On va se servir de ça pour montrer des grands événements, pour filmer des voyages, des trucs du genre. Les autres sont les grands explorateurs puis les nouvelles. Ils sont plus. C'est ça qu'ils pensaient venir à faire. Mais à la fin de la projection, Méliès va voir les Frères Lumière. Puis il veut acheter le brevet. Rien de moins. Lui, il arrive et il fait non, regardez, vous êtes dans le champ, je m'en vais faire, j'achète tout. J'achète tout. J'ai tellement aimé ça que j'ai acheté la compagnie. Exactement, c'est comme les Remington. Il est tellement emballé parce que lui, il voit déjà Le faire de la potentiel. magie avec ça, on peut. Ben oui. C'était le premier à comprendre ça dans toute l'histoire de l'humanité, qu'avec l'invention des Frères Lumière, on peut faire quelque chose de différent. D'ailleurs, il va réaliser plus tard dans sa vie le premier film de fiction avec une histoire. C'est lui, que ça vient de lui. Bien, les Frères Lumière lui disent, pas en tout, nous autres, on regarde ça. Mais l'idée, durant les semaines qui suivent, le trotte encore. Comment ils font ça? C'est comment cette machine-là? Comment elle marche, cette machine-là? Il appelle, il appelle pas parce qu'il communique, parce que je dis appeler à cette époque-là. C'est le télégraphe. Ah ouais. Il communique avec un de ses amis, Robert Paul, qui est un londonien. Il se dit, viens à Londres, On va créer quelque chose. on va se faire une machine. Fait qu'ils font une copie conforme de la machine Lumière. Il revient en France avec la fameuse copie de la machine Lumière, crée les studios Star Film, qui est le premier studio, le premier comme major. En 1896, une année à peine après avoir vu la projection des Frères Lumière, il réalise son premier film, finalement, qui est une partie de carte, le titre du film. Et fait anodin, c'est le premier remake de l'histoire du cinéma, parce qu'il reprend image par image un film des Frères Lumière. C'est un test qu'il avait fait, il avait décidé de reprendre image par image un film des Lumières. Fait que Gus Van Sant, il a rien réinventé avec Psycho. Non, c'est ça. Méliès l'avait déjà fait. C'est 102 ans avant. Ensuite de ça, il décide de faire des films de fiction. Pour lui, c'est l'escape movie, comment je pourrais dire ça en français, c'est... De se sortir de l'imaginaire. Ouais, c'est que le monde ne voit pas des tranches de vie, mais qu'il voit des histoires, il fait les premiers films de fiction. Et c'est à cette époque-là qu'il fait le premier effet spécial de l'histoire du cinéma dans le film Escamotage d'une dame chez Robert Houdin. C'est le titre du film. C'est le titre du film, effectivement. C'est un tour de magie. C'est Méliès lui-même, parce qu'il jouait dans tous ses films, qui est un magicien, qui fait venir une dame, qui l'assied sur une chaise, qui met une couverte par-dessus la dame. Là, on arrêtait de craquer la caméra, on enlevait la madame, tu sais, c'était un effet spécial, là. Très, très simple. Oui. C'est très, très simple. Puis quand il enlevait la couvercle, c'était un squelette. Déjà là, il y avait le côté du spectacle. Après ça, il remettait la couvercle, réamenait la vraie madame. Fait qu'on voyait la madame morte. Parce que, oui, il a fait les premiers films d'horreur. De cette époque-là, en 1913, il a réalisé 500 films. Quand même. Dont en 1902, son chef-d'œuvre, Le Voyage dans la Lune, qui encore aujourd'hui est considéré comme un chef-d'œuvre du cinéma. C'est un film encore à voir, encore aujourd'hui. Je conseille à tout le monde d'aller sur YouTube, d'écouter Voyage dans la Lune. Et peu importe la trame sonore, c'est pas important. Là. Non. C'est l'image, là, c'est carrément l'image. Vous pouvez mettre le son à off. Même il y a tellement de trames sonores pas bonnes que tu fermes les haut-parleurs de ton ordinateur pour écouter le film, c'est encore mieux. C'est un très, très, très grand film. Mais en 1913, les studios Pathé avaient commencé, puis beaucoup plus d'argent que lui, parce que lui était indépendant. Il fait faillite. Puis une mauvaise idée qui est passée par la tête par une journée de colère, c'est qu'il s'est dit, les créanciers ne me voleront pas mon œuvre, je vais la détruire. Il a détruit pratiquement tous ses négatifs. Il a pitché du stock dans la scène. Ah oui, c'était fait dans une journée, là. C'est comme un éclat de folie qu'il y a eu pendant. Puis après ça, le lendemain, il était correct. Puis il a écrit plus tard qu'il s'en est toujours voulu d'avoir fait ça parce qu'il a compris plus tard que c'était l'héritage. Universel. Il ne pouvait pas le savoir dans ce temps-là, mais c'est un héritage qui appartenait à toute l'humanité. Oui. Il est devenu par la suite propriétaire d'une petite boutique de jouets confiserie, Gare Montparnasse,
Et ça, cette époque-là de la vie de Méliès est rappelée dans le film Hugo de Martin Scorsese, où ce que Ben Kingsley joue Méliès. Ouais. Durant cette époque, il y a un journaliste qui l'a reconnu en passant dans la gare. Puis, il a fait « Mais t'es Georges Méliès. » Une légende vivante. Ouais, mais non, je suis rien, tu sais. Je suis juste un vendeur de bonbons puis de jouets. Mais le journaliste, en trouvant Méliès, il se dit, ben, les films à l'époque de Méliès, c'était les forains qui avaient des fêtes foraines, qui achetaient la pellicule. Puis ils ont commencé à fouiller. Puis ils ont trouvé plusieurs films de Méliès. Fait qu'en 1929, ils ont organisé avec comme l'ancêtre de la Cinémathèque française, c'est pas ça, mais c'est comme une ancêtre de la Cinémathèque française. Ils ont loué un théâtre, puis ils ont présenté 8 films qu'ils ont pu restaurer de Méliès à cette époque-là, avec Méliès. Puis c'est là que Monsieur Tout-le-Monde, tu sais, parce que là, la technologie du cinéma était quand même avancée, même si c'était encore des films muets en 1929, c'est la même année que le Jazz Singer, puis des films du genre. Ils ont fait comme, ce gars-là, c'est un génie. Fait que c'est là que l'étoile Méliès est née. C'est à cette soirée-là de 1929. Malheureusement, Méliès est mort en 1938 d'un cancer. Et c'est ce qui met fin à sa carrière. C'est rare des carrières qui continuent après la mort. Non, mais c'est parce qu'en fait, sa carrière, elle était finie à partir du moment où son studio fait faillite. Oui. Il change complètement de vie. Son blason est redoré en 1929, comme on disait, mais il ne retourne pas à la production. Non, pour lui, c'était du passé. Pour lui, c'est que la fin de sa vie était juste de continuer sa petite boutique, sa petite vie tranquille. Je pense qu'il n'y avait aucune idée de la valeur de son talent. Oh, mais c'était pas la même mentalité non plus à l'époque. Non, le cinéma avait changé ouais, aussi, rendu dans les années. Sa sensibilité n'était plus là, puis tous les effets spéciaux qu'il avait inventés, on les avait améliorés. Exact. Parce que même aujourd'hui, on a, à part les effets informatiques, je parle des effets physiques, on ne fait qu'améliorer Méliès, encore aujourd'hui. Ouais. C'est le père de la science-fiction et de l'effet spécial. Oui, et de la fantaisie, puisqu'il a fait beaucoup de films de fantaisie aussi. Puis on continue avec un autre Georges qui lui aussi a apporté beaucoup. Georges Pal est né en Hongrie en 1908, mais il a vécu entre la Hongrie et la Hollande toute sa vie. À l'adolescence, il devient dessinateur, ensuite animateur. Il a produit de la pub tranquillement pas vite. Il a commencé à exploiter l'animation stop motion avec une publicité de cigarettes pour une compagnie allemande qui a été copiée par la suite par les Américains pour Lucky Strike. D'ailleurs, il y a une belle entrevue où il en parle sur le site de Radio-Canada, qui est incroyable comme entrevue. Ensuite de ça, il s'en va en Allemagne où il crée les Puppet Toons, qui est une série de courts-métrages en animation stop motion. Il devient hyper populaire, mais il décide de quitter l'Allemagne à l'avènement du nazisme, puis en 1939, il déménage aux États-Unis. Il se fait très rapidement engager par les studios Paramount. À la même époque, son ami Walter Lang, qui était le créateur de Woody Woodpecker, Woody le Pic, l'aide à avoir sa citoyenneté américaine, et c'est pour ça on voit un Woody the Pic dans tous ses films. Pour dans remercier son ami. Tous les films, il y a un caméo de Woody the Pic à quelque part. Là, Paramount l'a engagé. Il a continué à faire les Puppet Toons, mais pour la Paramount. Le succès était là. Durant le début des années 40, de 42 à 47, il y a eu 7 nominations aux Oscars pour des Puppet Toons. En 43, ils en ont donné un d'office. En voulant dire, on t'a donné un honorifique, mais ils n'ont pas gagné. Pour son avancement technologique au stop motion. Ouais. Juste le stop motion de gens partant. Qui était déjà là depuis très longtemps au cinéma, parce que The Lost World en 1925. Mais qu'est-ce qui faisait que les Puppet Toons, c'était très, très, très différent de qu'est-ce que c'est. C'est améliorer la technique énormément. Là. Exactement. En 1950, il se tanne un petit peu de l'animation, puis il veut produire. Il produit son premier film, The Great Rupert, qui est une comédie familiale avec Jimmy Durante. Mais c'est à cause que c'était le film que Paramount ils ont donné, parce qu'ils gossaient pour... Ils voulaient, fait qu'ils ont dit, OK, pour s'en débarrasser, on va lui donner ça, il va nous lâcher un peu les baskets, là. Exactement. Il va pas s'amuser avec ça. Mais la même année, après que The Great Rupert ait pogné, ils ont dit, lui, il a fait, je veux faire de la science-fiction, je tripe science-fiction. Il y avait un roman de Robert Heinlein, qui a écrit Starship Troopers, puis des titres du genre Stranger in the Strangeland. Il y avait un roman qui s'appelait Destination Moon, Destination Lune. Puis il produit son premier film de science-fiction, qui est Destination Lune,
qui devient un succès phénoménal en 1950. L'année suivante, à cause du succès de Destination Lune, Paramount dit « Ok, tu veux produire de la science-fiction? Vas-y! » Il produit When Worlds Collide, qui se trouve avoir battu d'ailleurs The Day the Earth Stood Still au box-office cette année-là en tant que film de science-fiction. Il y en a qui disent qu'il est meilleur que The Day the Earth Stood Still, d'autres qui disent qu'il est moins bon. C'est deux films différents. The Day the Earth Stood Still est fait comme un film de série B, lui est fait comme un grand déploiement. C'est le grand-père des films catastrophes, When Worlds Collide, le choc des mondes en français. C'est ça. Qui est l'histoire d'un astéroïde. C'est la même histoire qu'Armageddon ou Deep Impact pour le monde, pour être plus juste. Ouais. C'est Armageddon filmé dans les années 50. Moi, je trouve que c'est un petit bijou de film. C'est un film à voir, ouais. Ouais. Ensuite de ça, en 53, il fait son classique, comme Méliès avait fait Le Voyage dans la Lune. Lui, c'est La Guerre des mondes. Un excellent film. Il produit La Guerre des mondes. C'est complètement fou comme film. Là, c'est la consécration, vraiment. Là, c'est le monde avait peur, les effets spéciaux, les vaisseaux spatiaux, de la manière qu'on les voit dans ce film-là, c'est plus justement comme la soucoupe volante. Là. C'est vraiment un vaisseau spatial. Ça a révolutionné le cinéma de science-fiction au niveau visuel, pas au niveau concept de la science-fiction, parce que c'est quand même une affaire d'H.G. Wells, mais ça l'a développé tellement beaucoup de choses, La Guerre des mondes. Il produit plusieurs autres films de science-fiction durant la deuxième moitié des années 50, mais encore là, comme il voulait produire au départ, là, il s'est mis à vouloir réaliser. Moi, je veux réaliser. Paramount, non, tu réaliseras pas. T'es bon comme producteur, tu nous ramènes de l'argent, réalise pas. Fait que Josh Pell fait « Ok, je vais quitter la Paramount », puis il a signé un contrat très lucratif. En 1957, il signe un contrat très lucratif avec la MGM. Puis il est allé en Angleterre réaliser son premier film qui s'appelle Tom Tom, les aventures de Tom Pouce en français, qui est un petit bijou de fantasy basé sur les frères Grimm, qui est un film qui a gagné l'Oscar des meilleurs effets spéciaux. Encore là, c'est vraiment la technique, là, vraiment, là, juste débile. Le succès est là. Là, il décide, OK, j'ai fait Tom Tom. J'ai eu mon premier grand succès avec La Guerre des mondes. C'est un roman de H.G. Wells. Je vais réaliser un autre grand roman de H.G. Wells. Là, c'est un succès aussi gros que La Guerre des mondes. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est La machine à explorer le temps. Oui. Il fait le premier grand film de voyage dans le temps. C'est un autre aussi gros succès que La Guerre des mondes. Il est au sommet, puis c'est lui qui l'a réalisé. Puis c'est drôle parce qu'il avait donné ce film-là, il avait dit de le faire, mais à cause des contrats, une année plus tard, il réalise Atlantide, le continent perdu, qui est un film de merde, mais c'était un film vraiment pourri, qui était un film que la MGM, il avait dit « Faut que tu nous fasses ça ». Fait que c'est bizarre, il a fait un excellent film, qui est Time Machine, puis après ça, il fait Atlantide, The Lost Continent, qui est un navet. Oui, probablement qu'il ne l'intéressait pas du tout. Non, c'est ça. Mais il se fait offrir la possibilité de réaliser un film en cinérama. Je vous ai déjà parlé du système cinérama, qui est un des 2 seuls films de fiction réalisés en cinérama. L'année suivante, en 1962, il réalise The Wonderful World of Brother Grimm, le monde merveilleux des frères Grimm, en cinérama, qui se trouve avec les frères Grimm, qui écrivent des histoires, puis on voit des flashbacks dans l'histoire à chaque fois. C'est un film pour enfants qui est d'une beauté magistrale. C'est juste fou. Là. C'est un des films les mieux photographiés que j'ai vu dans ma vie. C'est pas considéré comme son meilleur, mais c'est son plus personnel, le plus... c'est là qu'on voit l'excellence de George Pell. Par la suite, le style devient de plus en plus rough au cinéma. La science-fiction et la fantasy sont délaissés, puis ils tombent dans l'oubli. Il produit quelques films un peu psychologiques avec des traits de science-fiction comme The Powers à la fin des années 60, mais son éclat perd. Il produit enfin son dernier film en 1975, qui se trouve, je te l'ai fait écouter d'ailleurs, Patrick, Doc Savage, L'homme de bronze, avec la musique de Sousa. Jean-Philippe Sousa. Puis, malheureusement, comme Méliès décède, lui, d'une crise cardiaque en 1980.
pas tout à fait dans l'oubli, mais Mm. délaissé par les Mais il a grands toujours studios. continué à travailler. Il travaillait sur les projets tombaient comme n'importe quel réalisateur, tout ça, on perd nos projets, puis tu sais, un réalisateur est renvoyé 99,9% du temps, puis c'est normal, c'est ça la vie d'un réalisateur. Mais il a réussi à survivre, mais il était le monde, tu sais, comme l'autre George que je vais vous parler, Oui. c'est un de ses idoles, c'est George Pal. Tu sais, c'est Et parlant du troisième George, c'est le grand... George Lucas. Of course. George Walton Lucas Jr., né en 1944 à Modesto. George W. Lucas. Oui, OK. c'est son vrai nom. On l'entend pas souvent son Non, son- il s'en vante pas. Il aime pas trop le W, surtout quand on sait c'est quoi George W. Le petit George est le seul enfant mâle d'une famille où il y a 3 enfants. OK, il y a juste des sœurs. Il y a juste des sœurs. La seule exhibition qu'il a pour se sauver de tout ce monde féminin-là, à part son père, c'est de lire des comic books et d'aller voir des films sériels des années 30 qui repassaient au cinéma de quartier à cette époque-là. Flash Gordon, Buck Rogers. On sait d'où vient son inspiration. Non, on connaît George. À l'adolescence, il délaisse tout, les bandes dessinées, les films, pour se concentrer à la mécanique et à cruiser. Il a décidé qu'il cruisait. Lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? C'est de monter des chars, faire de la course, puis creuser des pitounes. Exact. C'était juste ça, sa vie. C'était son adolescence. Il se foutait du cinéma comme sa dernière chaussure. Son but, c'était d'avoir du fun, faire des excès de vitesse dans la petite ville, se faire arrêter par les flics. C'était un petit bum. Oui, c'est ça. George Lucas était un petit bum. Mais juste après sa graduation, il fait un terrible accident de voiture qui le garde au lit pendant des semaines et des semaines. C'est là qu'il se fait offrir une caméra de photo, puis qu'il se met à photographier. À la sortie de l'hôpital, il était rendu bon en photographie. Il savait pas qu'est-ce qu'il allait faire de sa vie. Puis, il a su qu'à USC, à l'Université de Southern California, il y avait des cours de dessin, puis de photo, puis de cinéma. Va m'inscrire à ça. On va voir si je peux faire de quoi. À cette époque-là, il rencontre du monde comme John Milius, Carol Ballard, du monde qu'on entend encore parler aujourd'hui dans le milieu. Randall Kleiser qui a réalisé Lagon Bleu. Walter Murch, qui est un des plus grands monteurs de l'histoire du cinéma. Non, il tombe dans une pépinière d'Hollywood. Là. Il tombe dans la classe, on appelle ça la classe, une année, où ce qu'ils disent que c'est des hommes d'exception qui sont sortis de cette classe de USC-là. C'est tout du monde qui ont révolutionné le cinéma à leur manière. Ils disent que dans l'histoire des écoles américaines, il y a juste une classe à West Point qui a eu tant de générales d'armée qui a été nommé à partir de cette classe-là. C'est aussi gros pour... Il a été chanceux d'être dans cette classe-là. Durant cette époque-là, il devient l'enfant terrible parce qu'il fait des films incompréhensifs. Il se fout de la narrative. Oui. Puisque je suis sûr que tu as vu plusieurs de ces films d'école qui sont durs à écouter. C'est pas pour monsieur tout le monde écouter des films de George Lucas d'école. Non, mais ça vaut la peine. Il réalise son dernier film qui gagne plusieurs prix, des prix scolaires, THX 1138 4EB. J'ai bien dit 4EB, c'est pas 1138 tout court. Qui fait que il va gagner, qui fait remarquer, puis qui gagne des prix. Son prix est d'aller comme stagiaire chez Warner Bros. Rien de moins. Rien de plus non plus. Non, c'est ça. Parce que le studio la joke, c'est que le studio venait d'être vendu à Seven Arts, puis il démolissait tout la journée qu'il est rentré. Le seul film en tournage est un film d'un très très jeune réalisateur du nom de Francis Ford Coppola. Il s'appelle Phenomenon Rainbow, avec Fred Astaire, qui est le dernier film que Warner produise, parce que Warner était supposé être dismantelé à cette époque-là, et que c'est supposé être une comédie musicale à grand déploiement, mais à cause que le studio fermait, c'est tourné dans des décors de carton. Ouais. Puis à chaque fois qu'il finissait une scène, Coppola remarquait un gars barbu en derrière de lui qui faisait « Ah, pas de mal qu'il faut filmer. » Entre deux scènes, il dit « T'es qui, toi? » C'est que George, je m'appelle George. Tu sais, George Lucas, il parle pas beaucoup, c'est quelqu'un de très jeune. Je m'appelle George Lucas. Là, ils se mettent à être amis parce que Coppola trouve les idées à Lucas hallucinantes. Ouais. Là, ils deviennent comme inséparables. Mais vraiment inséparables. Ils fondent une compagnie qui s'appelle American Zoetrope, où Coppola réalise le film The Rain People,
où il engage Lucas comme documentariste pour documenter le cheminement du tournage du film. Puis c'est à cette époque-là qu'ils ont un contrat avec la Warner, puisque c'était le même contrat avec la Warner, que American Zoetrope doit faire des films avec la Warner, puis ils décident, le prochain film, après Rain People, c'est toi qui le réalises. C'est ton temps. Fait que prends ton film d'étudiant, THX 1138 4B, et fais-en un film. C'est ainsi qu'en 1971, il sort THX 1138, qui a fait un gros flap au box-office. Parce que le monde n'a pas compris. C'était considéré comme une merde. Lucas pensait pas réaliser de film de sa vie. Non, il pensait que c'était fini. Sa carrière était complètement finie. C'était à l'époque que Coppola dit « Écris quelque chose de drôle. » Ouais. Je vais faire un film sur ma jeunesse. Ouais, mon adolescence avec les chars. Les chars et pitounes. Et ça a donné... American Graffiti en 1973. C'est un excellent film. Ça, Avec Ron Howard. Ouais, Ron Howard. Et un jeune Han Solo. Oui, d'ailleurs, j'allais y venir. Je pensais que tu parlais de Wolfman Jack. Wolfman Jack, il a même Wolfman Jack, il a même joué dans Galactica, fait qu'on n'en parlera pas trop. Et American Graffiti va avoir marqué la carrière de George Lucas. Oui. C'est grâce à ce film-là qu'il s'est fait remarquer vraiment. Ben là, c'est le plus gros succès de l'année 1973 en salle. C'était la première soundtrack de film. Tu sais, qu'on fait un album juste avec les chansons. C'était phénoménal. Il a ramené au Billboard des vieilles tunes des années 50. Fait que là, tout le monde dit, ton prochain film, tu peux faire qu'est-ce que tu veux. La gaffe. Il passe les prochaines années à écrire un film qu'il décrivait comme Buck Rogers. Ou ce qui parlait de Jedi Bendu. Et plein d'affaires incompréhensibles. De droïdes. De force. Et oui, c'est à cette époque-là que lui vient dans sa tête de montrer aux jeunes enfants qu'est-ce que lui aimait quand il était un jeune enfant. Ouais. C'est de faire un space opéra, qu'est-ce qui ne faisait plus à Hollywood depuis les années 30. Il crée l'univers Star Wars. Et quel univers? Là, on dit tout, là, c'est... à la même époque, ils fondent une des premières compagnies d'effets spéciaux indépendantes avec ILM. Mais à cause de problèmes de mariage et d'affaires de business, ils délaissent les deux. C'est la business autant que le mariage. Ils délaissent la réalisation pour se concentrer à la compagnie Lucasfilm et à l'empire que Lucasfilm va devenir après Star Wars. Il décide de faire produire les autres films de Star Wars, engage son ami Steven Spielberg pour faire les Indiana Jones. Pendant ce temps-là, il crée Pixar, qui revend plus tard à Steve Jobs, qui a revendu à Disney par après. Mais il crée le Edit Droid, le mot droid. Le droid qui est là, oui. C'est le Edit Droid, qui se trouve être le premier système de montage non linéaire que tous les programmes de montage utilisent aujourd'hui, que ce soit vidéo de Windows ou Premiere ou Final Cut. Ça vient tout d'Edit Droid. La base. Qui vient de George Lucas. Ça vient de la compagnie de George Lucas. C'est pas lui qui les a inventés nécessairement, mais c'est lui qui poussait le monde. J'aimerais qu'il y ait une affaire qui fasse ça. C'est ça. Puis il poussait le monde à être meilleur. Puis à la fin des années 80, après le succès de la trilogie de Star Wars, de la trilogie d'Indiana Jones, après Willow, il décide que je veux pousser le cinéma digital. Mais ça n'existe pas, cinéma digital. Non, c'est ça, c'est personne qui a fait ça encore. Lui, il a l'idée qu'on peut enregistrer un film sur un ordinateur. Sur un disque dur. Ça n'existe pas. Fait qu'il commence à travailler sur des concepts, puis décide de prendre un de ses personnages fétiches qu'il a créé, Indiana Jones, c'est d'en faire une série télévisée qui sera une des premières filmées en vidéo digitale, qui s'appelle The Young Indiana Jones Chronicles. À la même époque, il produit un film qui s'appelle Radioland Murder, qui se trouve être un préquel à American Graffiti. Il n'y a pas beaucoup de monde qui savent que c'est un prequel parce qu'il faut que tu saches les noms des personnages. Parce que si tu écoutes bien, tu te rends compte que le personnage de Mary Stuart Masterson et Brian Benben sont les parents à Richard Dreyfuss de American Graffiti. Il fait ce film-là, puis pendant le tournage, il se passe des affaires chez ILM. Il voit des dinosaures apparaître. Il voit du monde liquide apparaître. Il voit plein d'affaires. D'un coup, il s'assit pour regarder qu'est-ce que sa compagnie fait. Il décide, va faire une grosse réunion. Je reviens à la réalisation, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et on fait les prequels.
La technologie est là. On est rendu là. Fait qu'en 1999, il nous sort Star Wars The Phantom Menace, 22 ans après son dernier film réalisé. Le film, aujourd'hui, il est mitigé, mais quand on le regarde au niveau pur technique, puis tout l'avancement technologique Alors, ça, c'est... que Phantom Menace a eu, c'est un des plus gros films de l'histoire du cinéma au niveau avancement technologique. Il y a eu la première scène digitale de film, pas le film n'a pas été au complet filmé en digital, mais t'as une scène dans le film tournée en digital, que les suites des préquels ont été complètement tournées en digital. Il a inventé durant ce film-là avec Edith Droid le super take, le fait de manipuler une scène avant de reculer un personnage Dans l'espace. Dans l'espace qu'on a filmé. Il découpait quelqu'un d'une scène, le mettait dans un autre take, l'enlevait le pas bon, mettait le par-dessus. Toutes des affaires qui ne se faisaient pas avant de Phantom Menace. Ce film-là a révolutionné comment on fait des films aujourd'hui. Et anodin, même s'il y a beaucoup d'effets spéciaux digitaux, c'est le film qui a le plus de maquettes dans l'histoire du cinéma. C'est Phantom Menace. Ah ouais. Encore aujourd'hui. Tout Teed, c'était toute une grosse maquette. Il y a plein d'affaires de même. Les chutes de Teed. Il y a plein d'affaires qui ont été retouchées, mais à la base, il y avait de la maquette. Plusieurs pods du pod race, c'est certaines maquettes mélangées avec du CGI, mais il y a des maquettes. Les vaisseaux des Modiennes à la fin, c'est des maquettes. C'est que la réputation qui tourne que sur du green screen. À cette époque-là, c'était pas encore vrai. C'était devenu vrai pour les deux autres de la trilogie, où ce que rendu à Revenge of the Sith, c'était juste les costumes puis les acteurs qui étaient vrais, quasiment. Et encore. Il a réalisé en 2002 Attack of the Clones, et il a complété la trilogie justement avec Revenge of the Sith. Et en 2008, il produit Indiana Jones in the Kingdom of the Crystal Skull. Quoi? Indiana Jones 4. Non. Le film qui n'existe pas. Le film qui n'existait pas. Ouais, moi je l'ai vu au cinéma. Tu l'as jamais vu, il n'existe pas. Ben oui, il existe. Non, il n'existe pas. Ça, c'est dans votre tête. Ah. Vive Pas le notre fun. Vive le Mandela Effect. Ouais, puis je l'aime, le Mandela Effect, quand il s'agit de ça. Ça fait ça. Ensuite de ça, il décide de revenir à la réalisation. Il a réalisé un film qui s'appelle Red Tails, qui est sorti en janvier 2012, mais sur un nom d'un autre réalisateur. Anthony Hemingway, le nom du réalisateur. C'est vrai. Il a pris un vrai réalisateur qui s'appelle Anthony Hemingway, qui est un réalisateur de race noire, parce que le film parlait de race. Il voulait pas que ça se sache, il voulait que ce soit un réalisateur de race noire qui réalise le film, il voulait pas que ça... Lucas voulait pas que ça sache que ça soit lui. Puis c'est un projet qu'il y avait avant les préquels. Il a travaillé sur Red Tail pendant près 20 ans. Il réalise The Red Tail, qui est basé sur les Tuskegee Airmen, qui est une histoire de l'aviation américaine très connue. C'est un film... Mais quand on l'écoute, on voit que c'est Lucas qui l'a réalisé. C'est indéniable. En écoutant ce film-là, tu vois les combats aériens, comment ils sont faits. Tu fais, ah non, c'est pas l'autre gars. Non, c'est ça. C'est George. C'est le maître. C'est George qui l'a réalisé. Le film fait un gros flop au box-office. Il aurait peut-être dû mettre son nom. Le film aurait peut-être... Mais il est découragé. La même année, il co-réalise un film qui s'appelle Strange Magic, un film d'animation avec de la musique. Puis là, il se dit, je prends ma retraite. C'est fini. C'est fini. Je vais laisser tout ce qui est business à Kathleen Kennedy. Puis moi, je vais me faire un petit studio dans le fond du bureau. Puis je vais commencer à écrire les sequels. Mais à la même époque, Bob Iger lui fait une offre qu'il peut pas refuser. Et finalement, vend la compagnie au complet à Disney. Et aujourd'hui, son héritage est encore là puisque Disney continue à faire des trucs sur son héritage. Puis il est redevenu employé Disney il y a quelques temps comme consultant créatif pour le monde de Star Wars. Donc toujours proche de sa petite compagnie. Toujours proche, même s'il est rendu un employé au lieu d'être le propriétaire. Il est un simple employé, mais il aime ça parce qu'il peut travailler de sa maison à Chicago. Puis c'est drôle parce que j'ai vu des making-of dernièrement du Book of Boba Fett. Puis on le voit venir sur le plateau visiter. Puis il dit, vous faites ce que j'avais dans ma tête en 1977 au niveau technique. J'aurais pu. Ouais, c'est ça que je voulais faire, mais il n'y avait pas la technologie. Pas la technologie. Il est encore là, tu sais, pour chapeauter la technologie. Puis ces trois Georges-là, pour revenir aux trois Georges, ont eu après le même cheminement, le même style de réalisation. Les trois ont comme perdu
Leur bébé. business, ouais. Leur business. Leur bébé, t'as bien raison. Ouais, C'est Leur bébé, c'est carrément... C'est pour ça que je voulais faire ce parallèle-là entre les trois hommes, les trois Georges. Moi, c'est trois Georges qui m'ont influencé royalement dans ma vie, puis je voulais vous en faire part aujourd'hui. Eh bien, merci infiniment, Simon, pour ce dossier sur les trois Georges. On va y aller maintenant avec les sorties à surveiller en salle. Le seul film que j'ai retenu cette semaine, c'est Barbarian, qui est un film d'horreur de Zach Krieger avec Matthew Patrick Davis, Richard Drake, Justin Long, Bill Skarsgård et Georgina Campbell. Au niveau de Disney+, on avait dit déjà Thor Love and Thunder sortira pour le Disney Plus Day le 8 septembre, ainsi que Obi-Wan A Jedi Return, qui est un documentaire sur le cheminement de Ewan McGregor pour reprendre son rôle d'Obi-Wan Kenobi. Sur Netflix, Cobra Kai saison 5 s'amène. Sur Prime, le documentaire sur la tragédie qui avait frappé les avions Boeing 737 MAX dans les années 2019-2020. Flight and Risk, ça s'appelle, sortira cette semaine. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, ben je souligne que le film Aline sur la vie de Céline Dion sera aussi sur Prime Video dès cette semaine. Ben, en espérant que vous avez apprécié cette version très légère de Entre trois films, édition en vacances, j'espère que vous avez apprécié, que vous serez de retour pour les prochains épisodes dès la semaine prochaine. Vous pouvez nous suivre sur baladoquebec.ca, Spotify, iTunes, Google Balado, Facebook et YouTube. N'oubliez pas de nous laisser un j'aime sur nos publications, de vous abonner à nos sites. On vous en remercie d'avance. C'était donc Entre trois films en vacances. Je suis DJ Patoff, tout seul dans le studio, et oui, et je vous dis moi-même à la prochaine.